Dire que l'on a une bonne mémoire ou une mauvaise mémoire, prétendre que tout se joue avant 6 ans, parler de profil auditif ou visuel font partie des rumeurs communes qui entravent des représentations correctes que l'on peut se construire sur le fonctionnement du cerveau. Quels sont les apports des neurosciences appliqués à la pédagogie aujourd'hui, en 2014? Que sait-on? Que peut-on faire? Avec nous aujourd'hui, au micro de la Cardie de Créteil, pour faire le point sur ces questions qui intéressent les professeurs, les parents et l'ensemble des équipes éducatives, Jean-Luc Berthier, proviseur honoraire, ancien responsable de formation à l'ESN, grand adepte de l'innovation en pédagogie. Jean-Luc Berthier, bonjour. Bonjour. Vous venez de faire une conférence au lycée Clément Ader de Tournan-en-Brie le 3 décembre. Elle s'intitulait « Neurosciences et apprentissage, 3 petits points et personnel de direction ». C'est pour situer le contexte de notre interview. Jean-Luc Berthier, vous constatez que les scientifiques en neurosciences s'intéressent peu à l'école alors qu'apprendre est une activité clé de notre cerveau. Comment expliquer ce manque d'intérêt? Alors, peut-être que davantage qu'un manque d'intérêt, c'est peut-être un manque d'information. Et si on prend les 3 grands types d'acteurs clés dans cette affaire, on va dire que les scientifiques qui sont dans leur laboratoire se sont beaucoup intéressés à tous les problèmes de dysfonctionnement. Les neurosciences, ça couvre un champ extrêmement large dans lequel il y a évidemment le monde médical, etc. Et ces gens-là font des études très très pointues et se trouvent un peu, par nature même de leurs travaux, assez loin de ce qui se passe dans la classe. Ça, c'est une première raison. Donc, il y a une cloison qui s'est formée entre ces chercheurs et puis les praticiens de l'enseignement. La deuxième raison, ça vient peut-être d'une méconnaissance de ces sujets par les pédagogues et par une espèce de tradition française qui veut qu'on ne soit pas très audacieux. On n'est pas très porté vers les choses expérimentales, on est plus dans une consigne, dans une routine, un peu enferré dans ce que l'on doit faire, en étant surveillé, contrôlé. Il n'y a pas vraiment de respiration pour l'innovation. C'est quelque chose qui est quand même assez nouveau. Enfin, voilà. Les sciences de l'éducation se sont emparées des neurosciences il y a très peu de temps? Il y a très peu de temps, surtout chez nous. Je dirais qu'il y a des pays qui sont un peu au même stade que nous en Europe, mais on peut dire que les pays anglo-saxons, alors évidemment on cite souvent le Canada, mais c'est vrai que c'est un exemple où on ose faire des choses et l'éducation... l'innovation est reconnue. Enfin, si on prend l'exemple, par exemple, de l'appropriation des mathématiques sur un très très grand nombre d'élèves, l'expérience JUMP, qui est connue des pédagogues en maths, concerne 300 000 élèves, on ose faire des choses. Chez nous, non, nous balbutions, nous n'osons pas, les professeurs reconnaissent leurs craintes vis-à-vis de l'institution, etc. Alors, les neurosciences travaillent à nous faire comprendre quand même essentiellement ce que c'est que le cerveau. Alors, que sait-on des mécanismes d'apprentissage du cerveau aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il serait nécessaire de savoir, de comprendre en tout cas, pour justement s'emparer de cet apport jusque dans les classes? C'est une question je vous l'accorde, extrêmement vaste. Voilà. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que ce qui préside à l'acte d'enseigner, c'est souvent lié au phénomène de rétention mnésique. Que sait-on? Qu'a-t-on dans notre capital de savoir et qu'est-ce qu'on est prêt à mobiliser sur le champ pour arriver à comprendre et à maîtriser des situations de plus en plus complexes comme ce qu'on donne à faire aux élèves. En fait, vous nous parlez de notre mémoire. Oui, voilà, je parle de la mémoire. Alors, sur la mémoire, on sait beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de publications, et je ne dirais pas que le sujet est épuisé, mais on a dit en fait presque l'essentiel de ce dont nous aurions besoin pour mettre les choses en place dans la classe. Maintenant, sur le reste, il y a encore énormément de champs à ouvrir, il y a énormément de données
à confirmer, à valider par la communauté scientifique. Et on ne peut pas livrer dans les classes n'importe quoi. Donc, sur le champ, par exemple, de la concentration, du rôle des émotions, comment la motivation se construit, etc. Là, il faut y aller à pas feutrés, il faut y aller raisonnablement, mais cela n'exclut pas que sur le champ de la maîtrise de la mémoire et des stratégies mémorielles, on a de quoi mettre en place déjà des stratégies plus performantes, plus efficaces pour tous les élèves. Parce que vous distinguez, grâce aux neurosciences, aujourd'hui on distingue quatre champs dans la mémoire. Cette mémoire travail que vous avez évoquée tout à l'heure, qui est au cœur et qui pourrait vraiment, dont on pourrait s'emparer, nous les pédagogues, est un peu délaissée. Ben, si vous voulez, on ne va pas complètement expliciter le fonctionnement de la mémoire, mais en gros, on a une mémoire de travail centrale qui nous permet d'analyser, de réfléchir, de penser. C'est toute la pédagogie, c'est là que se situe le travail de l'élève. Et puis on a une mémoire sémantique de rétention de toutes les connaissances, etc. C'est notre placard à savoir. Et puis il y a une mémoire procédurale sur les automatismes qui permettent d'accélérer toutes les procédures au cours des exercices, des réflexions, de tout ce qu'on demande à l'élève de faire. C'est un petit peu ça, voilà. Alors, quel est l'intérêt pour les professeurs aujourd'hui, justement, de s'emparer de cet apport des neurosciences sur la façon dont notre cerveau apprend à apprendre? Ben, si vous voulez, ce qui choque, c'est que lorsqu'on connaît un petit peu le fonctionnement du cerveau, on est très étonné de voir que les pratiques habituelles des pédagogues ne sont pas en harmonie avec le fonctionnement du cerveau. Donc, on est là dans une disjonction qui n'est plus supportable. C'est-à-dire, on sait comment le cerveau fonctionne au niveau de la mémoire, on sait combien il faut le consolider, réapprendre les éléments pour qu'il s'ancre vraiment en mémoire et qu'il soit aisément rappelable. Et dans la classe, on impose aux élèves des rythmes, une manière d'assimiler tous ces éléments-là. Et il y a une telle différence que ce n'est plus acceptable. Donc l'idée de sensibiliser aux neurosciences sur le fonctionnement du cerveau, c'est d'essayer de rapprocher les modalités pédagogiques avec le fonctionnement réel du cerveau. Est-ce qu'on pourrait avoir un exemple, par exemple, simplement sur une évaluation? Est-ce qu'il y a des rythmes adaptés ou qu'on pourrait adapter à ce travail immédiat par l'élève de mémorisation, d'apprentissage? Oui. Il y a une multiplicité d'exemples possibles, mais pour en prendre deux. Lorsque l'on apprend une donnée nouvelle, elle ne s'inscrit dans le cerveau que sous la forme d'une trace. Et cette trace n'est rappelable ultérieurement, lorsqu'on en a besoin, que lorsqu'elle a été consolidée, lorsqu'on est revenu, lorsqu'on l'a un peu oubliée, ou en tout cas lorsqu'elle est cachée quelque part dans le cerveau, et qu'on a fait l'exercice de la reprendre 2, 3. On estime qu'il faut au moins entre 3 et 6 rappels, enfin réapprentissages successifs pour qu'un élément soit acquis à terme. Et c'est ça un petit peu le drame de notre système, c'est que nous allons beaucoup trop vite, donc nous surfons un peu sur les connaissances, et on ne laisse pas le cerveau des adolescents s'approprier vraiment une connaissance pour qu'elle soit réutilisable quelques mois ou l'année plus tard. Donc ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, vous avez cité l'évaluation, qui est un exemple qui heurte. Pourquoi? Parce qu'on évalue l'élève sur ses connaissances sémantiques, sur les définitions, le sens des mots, etc., trop près du moment où il les a appris. Donc on sait que plus tard, un petit peu après l'évaluation, ces connaissances vont s'éteindre, vont passer un petit peu dans l'oubli. Donc l'évaluation qu'on aura pratiquée sur ces éléments-là, en fait, c'est un leurre. C'est une mauvaise photographie de ce que l'élève sait réellement. Donc il faudrait repenser également les modalités d'évaluation. Les repenser dans le temps, la fréquence par rapport au moment où ça a été acquis, ça, ce sont des données pour l'instant, on n'applique pas forcément, mais qu'on pourrait expérimenter ou que certains expérimentent déjà et dont on pourrait s'emparer davantage dans nos établissements. Absolument. Alors ça ne veut pas dire que sur l'évaluation des méthodes, on est tout faux. Non, le professeur fournit des connaissances, il les fait étudier sur plusieurs situations, une méthode, etc. Ça, c'est pas contestable. En revanche, sur les connaissances, oui, il y a une inadéquation parce qu'on ne respecte pas le rythme avec lequel et le nombre de réapprentissages que l'on doit
imposer à l'élève pour qu'il apprenne quelque chose. Donc l'évaluation devrait se situer à un temps avec un écart temporel beaucoup plus grand que celui qui est pratiqué actuellement. Le deuxième exemple que vous vouliez donner, c'était l'évaluation. Tout à l'heure, vous avez donné justement un chiffre astronomique du nombre de tests et d'évaluations qu'on imposait à un élève dans notre système. Ah ben nous sommes un pays très clairement qui est reconnu partout comme étant complètement effréné sur cette manie d'évaluer tout le temps, alors que l'évaluation devrait être repensée en termes de repérage sur l'assimilation, l'appropriation d'une connaissance, d'une méthode, d'une procédure au cours du temps. Il devrait y avoir quelques tests rythmés dans le temps et la vraie évaluation, c'est-à-dire on essaye d'avoir une photographie la plus exacte possible de ce que l'élève sait ou sait faire, mais au bout des réapprentissages, au terme des réapprentissages. Donc il faudrait réorganiser le rythme et la qualité des tests que l'on propose. Quel conseil donneriez-vous justement aux chefs d'établissement pour favoriser l'introduction de ces nouvelles pratiques pédagogiques qui tiennent compte de ce qu'on sait sur le fonctionnement du cerveau dans ces apprentissages? Le personnel de direction n'est pas le pédagogue dans la classe, il est le responsable de la pédagogie de l'établissement. Donc c'est lui qui, fort de la connaissance de ces éléments-là, va amener ses équipes pédagogiques à mieux savoir, à mieux comprendre comment fonctionne le cerveau et mettre en place des modalités qui soient plus adaptées. Donc son rôle, c'est ça, c'est de déclencher des stratégies individuelles par groupe ou collectif d'établissement pour repenser un petit peu les pédagogies. Alors c'est très compliqué parce que nous sommes au début de ce boulevard qui s'ouvre à nous, mais il a quand même cette responsabilité-là de faire travailler ses enseignants sur ce thème. Parce que lorsque l'on parle à des enseignants des neurosciences, ils sont en général assez fascinés, assez intéressés, mais par contre il leur manque ce soutien, cette stimulation, cette diffusion d'informations, cette mise en réseau entre eux ou avec d'autres établissements pour les aider, pour les sécuriser, pour enrichir leurs expériences. On en est au stade de l'expérimentation d'un certain nombre de pistes, et ça c'est bien le personnel de direction qui a les manettes. Et au niveau de la formation même des enseignants ou des équipes éducatives sur ces questions des neurosciences, il y a aussi beaucoup à faire. Ce sont des domaines peu connus. On entre dans la carte, enfin on enseigne encore avec la grille disciplinaire en tête, davantage plutôt que, même si on doit travailler par compétences, connaissances, etc., la grille disciplinaire est encore très présente. Oui, absolument, mais sur l'ensemble des SP de France, il y en a au moins 6 ou 7 qui ont inscrit très clairement les sciences cognitives dans la formation des enseignants, et on estime qu'il y a au moins 10% des heures de cours sur la formation des enseignants qui sont soit au cœur des neurosciences, soit pas loin. Donc je crois que on est au démarrage d'un mouvement, et le dernier colloque organisé par la DGESCO sur éducation et sciences cognitives qui s'est tenu il y a quelques jours avec l'équipe du Collège de France de Stanislas Dehaene était bien sur cette thématique. Comment dans les SP peut-on faire monter en charge la prise en compte des informations sciences cognitives pour la pédagogie? C'est un mouvement qui monte, qui est récent mais qui monte, et qui monte vite. Et qui monte vraiment très fort là en ce moment. Très fort, même si ce domaine est encore considéré comme secondaire, j'allais presque dire anecdotique, mais la montée en charge des préoccupations neurosciences dans le processus apprendre est en train de se développer à une vitesse vertigineuse. Jean-Luc Berthier, pour terminer, vous avez été professeur, proviseur, responsable de formation à l'ESN. Quelle définition vous donneriez du mot apprendre? C'est un peu compliqué parce que ça recouvre un nombre d'activités cognitives extrêmement nombreuses. Et dans apprendre, il y a à la fois comprendre, il y a à la fois retenir, il y a à la fois articuler un grand nombre d'opérations. Si vous demandez à un enseignant de langue étrangère que veut dire apprendre, il ne prendra pas le problème par le même bout ou par les mêmes pistes d'apprentissage qu'un enseignant de sciences
qui va faire découvrir la méthode expérimentale. Donc c'est un ensemble de choses déclaratives, explicites, et c'est un ensemble de constructions dans le cerveau complexe qui fait que progressivement, on est capable d'appréhender et de maîtriser des situations de plus en plus complexes. Donc apprendre, c'est un petit peu tout ça, c'est une entrée avec plein de portes, et l'intervention d'aujourd'hui a axé a mis le focus sur l'aspect mémorisation, parce qu'on a bien compris qu'on ne peut pas comprendre sans avoir mémorisé, et comprendre est une grande partie du champ de l'apprendre. Un très grand merci au nom de l'Acardie et de tous les personnels qui sont venus écouter cette conférence. Merci Monsieur Jean-Luc Berthier. Merci.